Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures guérissent, tandis que d'autres restent avec nous pour toujours, façonnant le cœur même de qui nous sommes? Toutes les cicatrices ne sont pas visibles. Certains résident profondément à l'intérieur, enterrés dans le tissu de notre enfance, influençant la façon dont nous pensons, ressentons et naviguons dans le monde. Le traumatisme est souvent mal compris. Nous avons tendance à le considérer comme un seul événement catastrophique. Un accident, une rencontre violente ou un moment de perte extrême. Mais selon le médecin de renom et expert en traumatologie Gabor Maté, le traumatisme n'est pas défini par ce qui vous est arrivé, mais plutôt par ce qui s'est passé en vous en conséquence. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais la façon dont il recable votre cerveau, façonne vos émotions et change la façon dont vous vivez la vie. Et si je vous disais que vos difficultés à l'âge adulte, vos craintes, votre doute, même vos dépendances, ne sont pas des échecs personnels, mais plutôt des mécanismes de survie formés en réponse aux blessures que vous ne pouviez pas comprendre comme un enfant? Dans cette vidéo, nous découvrirons comment les traumatismes de l'enfance façonnent le cerveau, et pourquoi ces effets cachés restent souvent avec nous longtemps à l'âge adulte. Le cerveau humain est un chef-d'œuvre de l'adaptation, en constante évolution en fonction de l'expérience. Mais que se passe-t-il lorsque ces premières expériences sont remplies de douleur, de négligence ou de peur? La science montre que le traumatisme infantile modifie directement le développement du cerveau, affectant la façon dont nous traitons les émotions, gérons le stress et nouons les relations. Les enfants comptent sur leurs soignants pour la sécurité. Lorsque cette sécurité est compromise, que ce soit par abus, négligence, absence émotionnelle ou même invalidation subtile, le cerveau passe en mode de survie. L'amygdale, le centre de peur du cerveau, devient hyperactive, conduisant à une anxiété accrue et à un état de vigilance constant. Pendant ce temps, le cortex préfrontal, responsable de la pensée rationnelle et du contrôle des impulsions, se développe à un rythme plus lent. Ce déséquilibre peut rendre la régulation émotionnelle incroyablement difficile, conduisant à des modèles de peur, d'autosabotage et de prise de décision impulsive plus tard dans la vie. Imaginez un enfant qui grandit dans un ménage où l'amour est imprévisible, où un moment il est adopté, et le suivant il est ignoré ou critiqué. Le cerveau de cet enfant apprend à anticiper le rejet, en sculptant constamment des menaces. En tant qu'adulte, cette même personne pourrait lutter avec la confiance, la peur, l'intimité, ou le développement de comportements compulsifs comme un moyen d'auto-apaiser. La plupart des enfants n'ont pas les outils émotionnels pour traiter les traumatismes. Lorsqu'un enfant est submergé par la peur, la tristesse ou le rejet, il supprime souvent ses émotions, pas parce qu'il le veut, mais parce que son système nerveux l'exige pour la survie. Cette répression n'est pas une décision consciente, c'est une stratégie de survie. Mais la douleur supprimée ne disparaît jamais, il se transforme. De nombreux adultes qui éprouvent une anxiété chronique, une dépression ou un engourdissement émotionnel inexpliqué portent souvent le poids des blessures infantiles non transformées. Avez-vous déjà ressenti un profond sentiment de vide? Mais je n'ai pas pu expliquer pourquoi. Ce vide est souvent le résultat d'émotions qui n'ont jamais pu être exprimées, et encore moins guéries. Gabor Maté décrit ce processus avec éloquence. Nous apprenons à s'adapter à notre environnement, même si cet environnement est malsain. Un enfant qui se sent abandonné peut grandir pour croire qu'il est indigne de l'amour. Un enfant qui est constamment critiqué peut développer le perfectionnisme comme un moyen de prouver sa valeur. Un enfant qui témoigne d'un conflit peut devenir un plaisir des gens, cherchant toujours à maintenir la paix au prix de ses propres besoins. Ces modèles de survie nous suivent à l'âge adulte, façonnant nos relations, nos carrières et même notre perception de soi. Pour beaucoup, la douleur devient trop à supporter, les conduisant à demander un soulagement d'une manière qu'ils ne comprennent pas pleinement. Voici où les choses prennent une tournure surprenante. Le coût de leurs propres besoins. Ces modèles de survie nous suivent à l'âge adulte, façonnant nos relations, nos carrières et même notre perception de soi. Pour beaucoup, la douleur devient trop à supporter, les conduisant à demander un soulagement d'une manière qu'ils ne comprennent pas pleinement. Voici où les choses prennent une tournure surprenante. Alors que la plupart des gens considèrent la dépendance comme un échec moral ou comme un manque de discipline, Gabor Maté offre une perspective radicalement différente. La dépendance n'est pas le problème. C'est une solution à une douleur plus profonde, non résolue. Lorsque le traumatisme est enterré, il ne disparaît pas. Il persiste sous la surface, créant un inconfort interne que les gens feront tout pour s'échapper. Certains trouvent un refuge dans l'alcool, d'autres dans les drogues, mais la dépendance n'est pas seulement une question de substance, il peut se manifester dans le bourreau de travail, les relations compulsives, la dépendance aux médias sociaux ou même l'amélioration de l'auto-amélioration.
La vraie question est de savoir quelle douleur la dépendance essaie-t-elle de calmer. Parce qu'à la base, la dépendance ne concerne jamais la substance ou le comportement externe. Il s'agit des blessures émotionnelles qui ne restent pas cachées. L'ironie est que la chose même que les gens se tournent pour le confort devient souvent le piège qui approfondit leur souffrance. Dans la section suivante, nous explorerons ce lien plus en détail, comment les traumatismes infantiles non résolus nous rendent plus vulnérables à la dépendance, et pourquoi le fait de nous libérer nous oblige à faire face à la douleur dont nous avons passé une vie à courir. Et si la dépendance n'est pas un choix, mais une réponse? Et s'il ne s'agit pas de faiblesse mais de survie? Nous avons tendance à voir la dépendance à travers une lentille morale, en le qualifiant d'échec de la volonté ou de la maîtrise de soi. Mais selon Gabor Maté, la dépendance ne concerne jamais la substance ou le comportement lui-même. Il s'agit de la douleur qui l'engourdit. Sous chaque envie compulsive se trouve une blessure tacite, une partie de soi qui a été abandonnée, négligée ou brisée. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement où ses émotions sont rejetées. Chaque fois qu'ils pleurent, on leur dit d'arrêter d'être dramatiques. Chaque fois qu'ils expriment la peur, ils ont rencontré l'impatience. Lentement, ils apprennent que leur douleur est inacceptable, que leurs sentiments sont un fardeau. Mais le corps n'oublie pas. Les émotions qu'ils ont été obligés de supprimer ne disparaissent pas simplement. Ils vont sous terre, attendant d'être exprimés sous une autre forme. Des années plus tard, cet enfant, maintenant adulte, trouve un soulagement dans une boisson après le travail, en faisant défiler les médias sociaux, dans la répétition animée des habitudes autodestructrices. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris une manière saine de traiter ce qu'ils ressentent. La dépendance est un mécanisme d'adaptation, une tentative désespérée de réguler les émotions qui n'ont jamais été correctement traitées. Certains se tournent vers des drogues ou de l'alcool, tandis que d'autres s'échappent au travail, aux relations toxiques, ou même à la poursuite de la perfection. Peu importe la dépendance, ce qui compte, c'est ce qu'il essaie de faire taire. C'est pourquoi le simple fait de retirer la substance ou le comportement conduit rarement à une véritable guérison. Sans s'attaquer à la douleur sous-jacente, la dépendance ne fera que refaire surface sous une autre forme. Le cerveau humain est câblé pour chercher du réconfort, en particulier en période de détresse, et pour ceux qui portent un traumatisme non résolu, la dépendance devient souvent le seul moyen de ressentir autre chose que de la douleur, ou paradoxalement, de ne rien ressentir. C'est pourquoi la dépendance n'est pas aléatoire. Il suit un modèle, émergeant dans la vie de ceux qui ont été déconnectés d'eux-mêmes pendant trop longtemps. Que ce soit à travers les substances, le bourreau de travail ou les relations compulsives, la dépendance offre un sentiment de contrôle temporaire, mais en réalité, il resserre l'emprise de la douleur même qu'elle était censée s'échapper. C'est le paradoxe de la dépendance, ce qui commence en tant que ceux qui ont été déconnectés d'eux-mêmes pendant trop longtemps, que ce soit par le biais de substances, de bourreaux de travail ou de relations compulsives, constater que la dépendance fournit un sentiment de la contrôle temporaire. Mais en réalité, il resserre l'emprise de la douleur même qu'elle était censée s'échapper. C'est le paradoxe de la dépendance, ce qui commence comme un refuge devient une prison. La personne piégée dans le cycle ne fait pas un choix conscient à l'autodestruction. Ils essaient, de la seule manière qu'ils savent, comment survivre. Mais la survie n'est pas la même chose que la guérison, et la guérison nécessite quelque chose que la dépendance ne peut jamais fournir, le courage de faire face à ce qui se trouve en dessous. Dans la section suivante, nous explorerons pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables à la dépendance que d'autres, et comment le cerveau lui-même, façonné par un traumatisme infantile, ouvre le terrain pour une dépendance à vie. Imaginez un instant que vous vous tenez au bord d'une falaise, en regardant le vaste abîme ci-dessous. Le vent vous murmure, vous exhortant à sauter. Mais, au lieu de ressentir la peur, vous ressentez autre chose, une étrange traction, une envie indéniable. Pourquoi voudriez-vous sauter dans l'inconnu, dans le vide? Cela semble irrationnel, mais pour certains, c'est un sentiment qui est trop familier. En fait, il reflète le paysage interne en forme de traumatisme infantile, un endroit où la dopamine, le produit chimique de la récompense du cerveau, tient à chaque impulsion. Lorsque nous subissons un traumatisme, en particulier dans nos années de formation, il modifie le fondement même de la chimie de notre cerveau. La dopamine, qui est naturellement responsable de la régulation du plaisir et de la motivation, devient une bouée de sauvetage face à la douleur émotionnelle. Mais que se passe-t-il lorsque ce système chimique est biaisé, lorsqu'il est utilisé pour combler un vide, au lieu d'enrichir nos vies de manière saine? Le traumatisme infantile, qu'il s'agisse de négligence, d'abus ou de l'absence de soutien émotionnel, crée un état de déséquilibre dans le cerveau.
le système de récompense du cerveau, qui libère la dopamine en réponse à des expériences positives, est plus adapté à la gratification à court terme plutôt qu'à un épanouissement à long terme. Cela peut rendre la poursuite du plaisir immédiat à travers des substances ou un comportement plus attrayant et même nécessaire pour faire face à la douleur qui persiste sous la surface. La dopamine n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit également de la façon du cerveau de réguler le stress et les états émotionnels. Dans un environnement sain, la dopamine nous aide à nous sentir bien lorsque nous nous engageons dans des activités qui contribuent à notre croissance, comme l'établissement de relations, l'apprentissage ou l'expérience de la joie. Mais lorsque cet environnement est brisé, lorsque le traumatisme perturbe notre sentiment de sécurité, la dopamine se transforme en surmultiplié. Il devient le produit chimique qui nous pousse à rechercher des solutions rapides, les médicaments, la nourriture, le travail ou même les médias sociaux, juste pour ressentir quelque chose, n'importe quoi, pour engourdir la douleur plus profonde que les mots ne peuvent pas atteindre. Cela rend le chemin vers la dépendance un peu plus clair. La dépendance ne concerne pas seulement la dépendance aux substances, c'est la tentative désespérée du cerveau de trouver un soulagement, de déclencher une explosion de dopamine pour masquer les sentiments de vide ou de peur que le traumatisme ait laissé. En ce sens, la dépendance n'est pas un échec de la volonté ou de la moralité, mais un mécanisme de survie. C'est une recherche inconsciente de l'équilibre, une recherche d'un moyen de se sentir bien, ne serait-ce que pour un moment éphémère. Cependant, il y a un côté plus sombre de cette quête. Plus une personne éprouve un traumatisme, plus il est probable qu'elle s'appuie sur des récompenses axées sur la dopamine pour faire face. Alors que le cerveau devient conditionné pour rechercher ces éclats de plaisir, il devient plus difficile de ressentir du plaisir de manière plus saine et plus durable. Le cycle s'approfondit et la poursuite du soulagement par la dépendance devient presque automatique. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles plus vulnérables à ce modèle que d'autres? La réponse réside dans la façon dont les traumatismes précoces façonnent le développement du cerveau individuel. Certaines personnes, en raison de facteurs génétiques ou de la nature de leur traumatisme, ont une chimie cérébrale plus sensible à l'attraction addictive de la dopamine. Leur cerveau a peut-être appris très tôt que le monde n'est pas sûr, et la seule façon de faire face à cela est par des récompenses externes. D'autres peuvent ne pas ressentir le même niveau de vulnérabilité, mais les cicatrices émotionnelles profondes laissées par un traumatisme peuvent toujours les prédisposer à rechercher du réconfort d'une manière qui s'avère finalement nocive. Comprendre ce lien entre les traumatismes et la toxicomanie met en lumière la raison pour laquelle le processus de récupération ne concerne pas simplement éliminer les mauvaises habitudes. Il s'agit de recabler le cerveau, de rétablir l'équilibre et d'apprendre à trouver la joie, la satisfaction et la paix d'une manière qui s'aligne sur la croissance personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter une dépendance, il s'agit de guérir le cerveau et l'âme afin qu'il n'ait plus besoin de compter sur ces rafales rapides de dopamine pour la survie. C'est là que l'œuvre de Gabor Maté devient si puissante. Il ne considère pas la dépendance comme un échec moral ou un manque de discipline. Au lieu de cela, il le considère comme la réponse du cerveau à la douleur, une tentative de faire face à un monde qui, de l'objectif de soi blessé, se sent extrêmement dangereux. La guérison de la dépendance ne consiste donc pas à nous punir pour nos choix, mais à comprendre le besoin profond de soulagement qui anime ces choix. Il s'agit de démêler avec compassion le traumatisme qui alimente la nécessité d'une validation externe constante et d'apprendre à reconstruire les fondements de la paix intérieure. Avez-vous déjà eu l'impression de vous tenir à l'extérieur de votre propre vie, de le regarder se dérouler, mais de ne pas le vivre vraiment? C'est comme si les émotions qui vous faisaient autrefois vous sentir vivant, joie, amour, excitation, sont des échos lointains, inaccessibles et étrangers. Si oui, vous n'êtes pas seul. Cette sensation d'engourdissement émotionnel est une conséquence courante, mais souvent mal comprise d'un traumatisme infantile. Lorsqu'un enfant subit un traumatisme, que ce soit par négligence, abus ou abandon émotionnel, son monde émotionnel est brisé. La douleur de cette expérience peut être trop écrasante à traiter, trop dangereuse pour affronter, alors l'enfant apprend à fermer émotionnellement. L'esprit, dans sa capacité incroyable à nous protéger, crée une barrière entre le soi et la douleur. Ce n'est pas une décision consciente, mais un mécanisme de survie conçu pour empêcher l'enfant d'être consommé par l'angoisse qu'il ne peut pas comprendre ou exprimer. Au fil du temps, cependant, ce mécanisme de défense est enraciné, et l'engourdissement émotionnel qui a autrefois servi de protection se transforme en une déconnexion qui affecte tous les domaines de la vie. L'idée de l'auto-abandon est la clé ici.
Il ne s'agit pas seulement de se sentir émotionnellement détaché des autres. Il s'agit de se déconnecter de vous-même. Vous arrêtez de pouvoir accéder à la source des émotions qui vous disent qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, et ce que vous voulez vraiment de la vie. Les émotions qui devraient vous guider, les émotions qui devraient vous aider à traiter, guérir et à grandir, deviennent enterrées sous des couches de douleur supprimées. Et le résultat est un engourdissement qui ressemble à un vide émotionnel. En tant qu'adultes, beaucoup d'entre nous portent cette blessure invisible et se manifeste de manière souvent difficile à comprendre. Nous pourrions nous retrouver pris dans des modèles de comportement qui nous laissent se sentir vides, perdus et déconnectés. Nous pouvons utiliser des substances, du travail ou même des relations comme moyen d'échapper au vide, mais ces distractions ne traitent jamais vraiment du problème sous-jacent. L'engourdissement persiste parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un état émotionnel temporaire. Il s'agit d'une condition profonde qui affecte la façon même que nous interagissons avec le monde. Ce détachement émotionnel est souvent le résultat de ce que le traumatisme fait au cerveau. Le cerveau, dans ses premières années, est censé développer la capacité de vivre et de traiter les émotions de manière saine et équilibrée. Mais lorsque ce développement est interrompu par un traumatisme, lorsqu'un enfant n'a pas l'espace pour se sentir en sécurité et aimé, les voies qui régulent les émotions sont endommagées. La capacité du cerveau à se sentir pleinement est altérée, et donc la réponse émotionnelle devient muette ou même inexistante. Dans un sens, la personne a été formée pour se déconnecter de sa propre expérience émotionnelle. Mais cette déconnexion ne s'arrête pas seulement aux sentiments, il affecte également le corps. Le traumatisme qui provoquait autrefois une douleur émotionnelle a maintenant laissé son empreinte sous forme de tension physique, d'épuisement ou même de maladie. Le corps a également appris à fermer pour s'engourdir contre la douleur. C'est pourquoi les personnes atteintes de traumatismes infantiles non résolus se sentent souvent déconnectées, non seulement de leurs émotions, mais aussi de leurs propres sensations physiques. C'est comme s'ils marchaient dans la vie avec un voile entre eux et le monde qui les entoure, une expérience qui est profondément aliénante. Le défi est donc d'apprendre à se reconnecter à soi-même. Lorsque le traumatisme a créé un engourdissement émotionnel, il devient difficile d'accéder à la gamme complète des émotions nécessaires à la guérison. Sans la capacité de se sentir profondément, que ce soit la douleur des blessures passées ou la joie de nouvelles expériences, la vie est superficielle. L'engourdissement devient un obstacle à vivre la vie dans sa plénitude, et c'est là que la dépendance peut prendre racine. Que ce soit à travers des substances, des comportements compulsifs ou des relations malsaines, les gens se tournent souvent vers des sources externes de stimulation pour combler le vide créé par une déconnexion émotionnelle. Mais ce ne sont que des correctifs temporaires qui ne font rien pour aborder la véritable source de la douleur. Le travail de Gabor Maté souligne à quel point il est crucial de comprendre cette déconnexion émotionnelle comme un élément fondamental du traumatisme. La première étape de la guérison est de ne pas se sentir mieux, mais d'apprendre à se sentir à nouveau. Il s'agit de reconnaître l'engourdissement non pas comme quelque chose à avoir honte ou à refuser, mais comme faisant partie de la stratégie de survie qui vous a gardé en sécurité lorsque vous étiez trop jeune pour vous protéger. Il s'agit de reconnecter progressivement les émotions qui ont été fermées il y a longtemps, vous donnant la permission de ressentir ce qui était autrefois trop dangereux pour ressentir. La guérison de l'engourdissement émotionnel consiste à vous permettre de ressentir tout le spectre de l'émotion humaine, même les parties douloureuses, sans crainte d'être consommé par elles. Il s'agit d'apprendre à vous faire confiance à nouveau, à croire que vous pouvez tenir la douleur, le traiter, et finalement trouver un sens. Ce n'est que lorsque vous pouvez vous sentir pleinement que vous commencerez à récupérer votre émotionnel. Le spectre de l'émotion humaine comprend même les parties douloureuses, sans crainte d'être consommé par elles. Il s'agit d'apprendre à vous faire confiance à nouveau, en espérant que vous pouvez tenir la douleur, le traiter, et finalement trouver un sens. Ce n'est que lorsque vous pouvez vous sentir pleinement que vous commencerez à récupérer votre vie émotionnelle, et avec elle à votre sens de soi. C'est le voyage de l'engourdissement à la nourriture, un voyage qui, bien que difficile, offre la promesse de véritable guérison et de transformation. La dépendance est souvent observée à travers une lentille étroite drogue, alcool, jeu. Mais que se passe-t-il si nous vous disions que la dépendance peut se manifester de bien d'autres manières? Il peut prendre la forme de bourreaux de travail, d'utilisation compulsive des médias sociaux, ou même de relations toxiques. Ces comportements, bien que parfois socialement acceptables ou même loués, peuvent être tout aussi destructeurs que n'importe quelle dépendance à la substance. Mais comment ces habitudes apparemment normales sont-elles empêtrées avec les modèles de traumatisme?
Et pourquoi passe-t-il souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit déjà en train de s'installer? La vérité est que ces dépendances acceptables sont souvent des mécanismes d'adaptation nés d'un besoin désespéré d'éviter la douleur d'un traumatisme infantile non résolu. Lorsque nous ressentons des blessures émotionnelles tôt dans la vie, nous apprenons souvent à se tourner vers quelque chose d'extérieur pour combler le vide, nous distraire de la douleur ou engourdir les sentiments que nous ne pouvons pas traiter. Pour certains, cela pourrait être du travail. Ils se jettent dans leur travail, s'efforçant constamment de réaliser pour prouver leur valeur. Pour d'autres, il pourrait s'agir du défilement compulsif des médias sociaux, de la recherche de validation et de plaisir momentané des goûts et des commentaires, essayant de remplir un vide qu'aucune source externe ne peut vraiment satisfaire. Ces dépendances diffèrent de la toxicomanie en ce qu'elles sont plus socialement acceptées et parfois même célébrées. Le bourreau de travail est souvent loué pour son ambition, le toxicomane des médias sociaux est considéré comme lié et dans la boucle, et la personne dans une relation toxique est souvent informée de se battre pour l'amour. Mais sous ces comportements se trouve le même problème fondamental, un vide émotionnel profond, une déconnexion du moi qui a été façonnée par un traumatisme. Ces comportements offrent un soulagement temporaire, un sentiment d'épanouissement éphémère qui s'estompe rapidement, ne laissant que les mêmes sentiments de vide et de désir. Considérez le bourreau de travail, par exemple. Cette personne a peut-être grandi dans un ménage où l'amour était conditionnel en fonction de la réussite ou de la productivité. Ils auraient pu apprendre très tôt que l'amour et l'approbation ne pouvaient être gagnés qu'en faisant, en réussissant. En tant qu'adultes, ils portent cette croyance avec eux, et ils recherchent donc la validation sous forme de promotion, de reconnaissance ou de louange. Mais que se passe-t-il lorsqu'il ne fonctionne pas? Le vide revient, le doute de soi se glisse, et la seule façon de faire taire ces sentiments est de travailler encore plus dur. Cela devient un cercle vicieux, une poursuite sans fin de quelque chose qui ne peut jamais être vraiment atteint, un sentiment de valeur qui n'a jamais été établi à l'intérieur. De même, la dépendance aux médias sociaux est une manifestation moderne du même modèle. Le besoin constant d'approbation, le désir d'être vu et entendu, découle souvent de la négligence de l'enfance ou de l'invalidation émotionnelle. Si un enfant grandit dans un environnement où ses besoins émotionnels ne sont pas satisfaits, il peut chercher à combler cette lacune en recherchant la validation à partir de sources externes. Les médias sociaux offrent un débouché parfait pour cela, offrant une gratification instantanée à travers des likes, des commentaires et des partages. Mais tout comme les substances, cela devient une solution temporaire, un moyen de masquer les sentiments sous-jacents d'insuffisance ou de solitude. C'est une façon de se produire devant les autres, même quand vous avez l'impression de perdre le contact avec qui vous êtes vraiment. Les relations toxiques s'intègrent également dans cette catégorie. Beaucoup de gens restent dans des relations malsaines parce qu'ils ont appris à associer l'amour à la douleur, ou parce qu'ils reconstituent inconsciemment les modèles de leur enfance. Peut-être ont-ils grandi dans une maison chaotique où l'amour était imprévisible, et ils ont appris que l'amour devait toujours venir avec la souffrance. En tant qu'adultes, ils se retrouvent piégés dans des relations qui épuisaient émotionnellement, mais ils ne semblent pas se libérer. Les hauts et les bas de ces relations reflètent les montagnes russes émotionnelles qu'ils ont connues en tant qu'enfants, et le besoin constant de rassurance et de validation devient une forme de dépendance. Pire, ce n'est pas la relation elle-même qui est addictive. C'est le cycle des troubles émotionnels qui offre un sentiment de familiarité temporaire, même si les dépendances en substances sont dangereuses car elles sont souvent négligées ou minimisées. La société ne les considère pas comme de vrais problèmes, surtout lorsqu'ils semblent être tellement liés au succès ou à la connexion sociale. Pourtant, ils partagent les mêmes racines que les dépendances aux substances, une douleur profonde et non traitée du traumatisme infantile que le moi adulte essaie de s'échapper. Plus ces comportements ne sont pas reconnus, plus ils s'inclinent profondément dans nos vies, nous laissant sentir piégés dans des cycles de poursuites insatisfaisantes. La perspective de Gabor Mate sur la dépendance ouvre nos yeux sur cette compréhension plus large. La dépendance, sous toutes ses formes, ne concerne pas la substance ou le comportement. Il s'agit de ce que l'individu essaie d'éviter, d'engourdir ou de s'échapper. Plus nous comprenons la manière dont le traumatisme façonne nos choix, plus nous pouvons commencer à nous libérer des modèles qui nous retiennent. Qu'il s'agisse de dépendance aux substances, au travail, aux médias sociaux ou aux relations, le voyage vers la guérison est le même. Cela nécessite la conscience de soi, la compassion et la volonté d'affronter les blessures émotionnelles qui nous poussent à rechercher un soulagement externe. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à trouver des moyens plus sains et plus épanouissants de renouer avec nous-mêmes,
et le monde qui nous entoure. Contrôle, c'est l'une des illusions les plus séduisantes que nous poursuivons. Nous pensons que si nous pouvons simplement contrôler notre environnement, nos émotions ou les personnes qui nous entourent, nous pouvons nous protéger du chaos qui réside profondément à l'intérieur. Mais que se passe-t-il si l'idée même du contrôle est ce qui nous maintient piégés dans des cycles de dépendance, nous empêchant de guérir et de faire de l'avant? La dépendance prospère sur cette illusion. Il nous murmure que si nous pouvons contrôler la substance, le comportement ou la relation, nous trouverons un soulagement. Nous croyons que nous sommes les maîtres de notre propre sort, qu'en gérant nos impulsions ou en contrôlant nos habitudes, nous pouvons éviter la douleur de notre passé. Pourtant, ce besoin de contrôle est précisément ce qui nous maintient coincés. C'est un paradoxe. Plus nous essayons de contrôler, moins nous avons de contrôle. En fait, la poursuite du contrôle nous amène souvent plus profondément dans la dépendance même que nous cherchons à échapper. Lorsque nous ressentons un traumatisme, en particulier dans nos premières années, notre capacité à nous sentir en sécurité dans le monde peut être brisée. Ce manque de sécurité crée un profond sentiment de vulnérabilité. Et donc, pour tenter de nous protéger de cette vulnérabilité, nous nous tournons vers la dépendance. Qu'il s'agisse de substances, de comportements ou de relations, la dépendance devient un moyen de gérer le chaos intérieur, une façon de se sentir comme nous contrôlons quelque chose, même si c'est juste pour un moment éphémère. Ce faux sentiment de contrôle est particulièrement puissant, car il offre un soulagement temporaire. Lorsque nous adoptons des comportements addictifs, nos cerveaux libèrent la dopamine, offrant une ruée de plaisir ou de satisfaction. À ce moment-là, nous avons l'impression d'avoir gagné. Nous avons contrôlé quelque chose, nous avons géré l'inconfort, la douleur, la peur. Mais ce soulagement est éphémère et le cycle recommence rapidement. Le besoin de contrôle se renforce et nous nous retrouvons plus profondément pris en charge dans la dépendance. Plus nous comptons sur ces formes de contrôle externe, plus nous déconnectons de la véritable source de pouvoir, la capacité de traiter nos émotions, de faire face à notre douleur et de guérir de cela. Le véritable chemin vers la guérison ne réside pas dans le contrôle de nos circonstances externes, mais en apprenant à s'asseoir avec nos expériences internes sans leur fuir. C'est là que l'illusion de contrôle devient particulièrement destructrice. Cela nous empêche de faire le travail acharné de la guérison émotionnelle, parce que nous nous concentrons trop sur la gestion de nos symptômes, plutôt que sur la cause profonde de notre douleur. La dépendance nous maintient coincés dans ce paradoxe. D'une part, il promet le contrôle et le soulagement. De l'autre, il approfondit notre sentiment d'impuissance. Plus nous essayons de gérer notre dépendance en réduisant les substances ou en contrôlant nos comportements, plus la dépendance devient enracinée. C'est comme si la dépendance elle-même était un test. Pouvons-nous vraiment contrôler la douleur que nous ressentons? Ou sommes-nous destinés à être contrôlés par lui? C'est là que la perspective de Gubor-Matt devient si critique. Il remet en question la vision conventionnelle de la dépendance comme une simple question de volonté ou de choix. Au lieu de cela, il nous invite à comprendre la dépendance comme une réponse aux besoins émotionnels non satisfaits, un moyen de faire face à un traumatisme non résolu. Lorsque nous abordons la dépendance comme un moyen d'essayer de contrôler notre monde intérieur, nous commençons à le voir non pas comme un échec moral, mais comme un cri d'aide, une tentative désespérée de gérer la douleur que nous ne pouvons pas supporter. Se libérer de la dépendance nécessite de faire face à cette illusion de contrôle de front. Cela signifie accepter que nous ne pouvons pas contrôler le passé, et nous ne pouvons pas contrôler nos émotions en les évitant ou en les engourdissant. La véritable guérison provient de la reddition de la nécessité de contrôler et d'apprendre à naviguer dans l'incertitude de la vie avec ouverture et vulnérabilité. Cela signifie faire face à la douleur, non pas en essayant de le réparer, mais en lui permettant d'exister, à se sentir et finalement à être guéri. Il s'agit d'un changement radical dans la pensée, celui qui appelle à un niveau de confiance profond, la confiance en nous-mêmes, la confiance dans le processus de guérison et la confiance que nous sommes suffisamment forts pour faire face à la douleur que nous avons longtemps essayé de contrôler. En abandonnant l'illusion du contrôle, nous ouvrons la porte à la vraie liberté, la liberté d'être nous-mêmes, sans avoir besoin de manipuler nos émotions ou nos circonstances pour nous sentir en sécurité. Dans cette liberté, nous trouvons la guérison. Comment vous libérez-vous d'un cycle qui vous retient en captivité pendant des années, peut-être même des décennies? C'est une question qui hante beaucoup qui luttent contre la dépendance. Soyez nous-mêmes sans avoir besoin de manipuler nos émotions ou notre situation pour nous sentir en sécurité, et dans cette liberté, nous trouvons la guérison. Comment vous libérez-vous d'un cycle qui vous retient en captivité pendant des années, peut-être même des décennies? C'est une question qui hante beaucoup qui luttent contre la dépendance. Ils connaissent la douleur,
Ils comprennent le modèle, mais les chaînes de la dépendance semblent incassables. Mais que se passe-t-il si la clé pour surmonter la dépendance ne consiste pas à lutter contre la substance, le comportement ou la relation elle-même, mais guérir le traumatisme qui a créé le besoin d'évasion en premier lieu? Le voyage pour surmonter la dépendance commence par une vérité inconfortable: la dépendance n'est pas le problème, c'est le symptôme d'une blessure plus profonde. C'est là que le travail de Gabor Maté passe la conversation de la simple gestion de la dépendance à la lutte contre ses causes profondes. Le traumatisme, en particulier le traumatisme infantile, est souvent le conducteur caché derrière les comportements compulsifs. Lorsqu'un enfant éprouve une négligence, un abus ou un abandon émotionnel, son cerveau et son système nerveux apprennent à survivre dans un état de stress constant, de peur et d'hypervigilance. Ce mode de survie est ensuite transporté à l'âge adulte, où la personne continue de demander le soulagement de la douleur émotionnelle qu'elle ne peut pas traiter. La dépendance devient un moyen d'engourdir ou d'échapper à ce traumatisme sous-jacent. La première étape pour briser le cycle de la dépendance est de reconnaître ce lien entre le traumatisme et la dépendance. Pour beaucoup, cette réalisation est profonde. Cela déplace l'attention de la culpabilité, de la honte et de l'auto-blâme à une compréhension plus profonde des blessures émotionnelles qui sont transportées depuis si longtemps, en reconnaissant que la dépendance n'est pas un échec moral, mais un mécanisme d'adaptation. La honte qui accompagne souvent la dépendance commence à se dissoudre. Au lieu de se considérer comme brisés ou faibles, les individus peuvent commencer à se considérer comme des survivants d'une profonde blessure émotionnelle qui a utilisé des comportements addictifs comme un moyen de gérer la douleur dont ils n'ont jamais reçu les outils. Pour guérir, la guérison du traumatisme n'est pas un processus linéaire. Il est désordonné, inconfortable et souvent douloureux, mais il est également transformateur. Lorsque nous commençons à guérir le traumatisme sous-jacent, le besoin de dépendance diminue. Ce voyage de guérison nous oblige à affronter la douleur que nous avons passé si longtemps à essayer d'éviter. Il nous demande de regarder la façon dont nous nous sommes déconnectés de nous-mêmes et de nos émotions, et de rétablir une relation avec notre propre vulnérabilité. Le processus de guérison traumatrice implique plusieurs éléments clés. Premièrement, cela nécessite la capacité de s'asseoir avec l'inconfort, de faire face aux émotions douloureuses dont nous avons passé des années à courir. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait seul. Le soutien est crucial. C'est là que la thérapie, l'autoréflexion compatissante et parfois la guérison des groupes peuvent jouer un rôle important. La thérapie, en particulier la thérapie par traumatisme, offre un espace sûr aux individus pour explorer leurs blessures émotionnelles dans un environnement de soutien et sans jugement. Le rôle du thérapeute est d'aider à guider l'individu vers leurs émotions, pour les aider à se reconnecter avec les parties d'eux-mêmes qui ont été enterrées sous des années d'engourdissement et d'évitement. Un autre aspect crucial de la guérison est le développement de l'autocompassion. Lorsque le traumatisme a façonné votre vie, il est facile d'être dur avec vous-même, de croire que vous devriez être plus fort, plus résilient, ou tout simplement sur cela maintenant. Mais l'autocompassion est l'antidote de ce critique intérieur dur. Il s'agit de vous offrir la même gentillesse et la même compréhension que vous donneriez à un ami qui souffrait. La guérison du traumatisme nécessite de la patience, de la douceur et la volonté d'être gentil avec vous-même, même lorsque le processus est lent ou difficile. Les pratiques de pleine conscience jouent également un rôle clé dans la guérison des traumatismes. Ces pratiques, que ce soit par la méditation, le yoga ou d'autres formes de conscience de soi, nous aident à nous reconnecter avec le moment présent et à commencer à traiter les émotions en temps réel. Lorsque le traumatisme n'est pas traité, l'esprit et le corps peuvent devenir piégés dans des expériences passées, en rejouant le traumatisme encore et encore sous forme de flashbacks, d'anxiété ou d'engourdissement émotionnel. La pleine conscience offre un moyen de sortir de ce cycle, en ramenant l'individu dans le moment présent, en les aidant à traiter les émotions à mesure qu'ils surviennent plutôt que de leur permettre de rester enfermés dans le passé. En fin de compte, Healing Trauma consiste à créer une nouvelle relation avec vous-même, basée sur la confiance, la vulnérabilité et l'acceptation. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas défini par votre passé ou par la façon dont vous avez essayé de y faire face. La dépendance n'a plus besoin d'être le centre de votre existence parce que vous n'avez plus besoin de vous échapper. La liberté qui accompagne la guérison n'est pas seulement la liberté de la dépendance. C'est la liberté de ressentir à nouveau pleinement la vie, sans le poids de la douleur passée contrôlant chacun de vos mouvements. La route vers la guérison n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Briser le cycle de la dépendance nécessite un changement profond en perspective,
celui qui considère la dépendance non pas comme l'ennemi, mais comme un cri d'aide. En guérissant le traumatisme sous la dépendance, nous pouvons commencer à nous libérer des chaînes qui nous ont tenus captifs et à entrer dans une nouvelle façon de vivre plus authentique. C'est un voyage de récupération de nous-mêmes, de nos émotions et de nos vies. Et comme nous guérissons, nous faisons de la place pour la possibilité d'une transformation vraie et durable. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où le poids de son passé devient trop lourd pour être transporté plus longtemps. C'est un moment de calcul, un moment où vous réalisez que le mode de survie, le combat constant pour vous protéger de vos blessures émotionnelles, vous a laissé engourdir, déconnecté et incapable de vivre pleinement la beauté de la vie. Mais que se passe-t-il si, dans ce moment même du désespoir, il y a une occasion incroyable de transformation? Et si votre douleur, votre traumatisme, vos difficultés ne sont pas la fin de votre histoire, mais le début de quelque chose de plus grand? Le voyage de la survie à la transformation ne consiste pas à effacer votre passé ou à prétendre que cela ne s'est jamais produit. Il s'agit de prendre les morceaux bruts et déchiquetés de votre expérience et de les utiliser comme base de votre croissance. Il s'agit d'embrasser votre douleur non pas comme quelque chose qui vous définit, mais comme quelque chose qui vous affine. La beauté de la transformation est que c'est un processus qui peut commencer à tout moment. Peu importe depuis combien de temps vous vivez en mode survie. C'est un voyage qui commence par une petite étape courageuse, la décision de cesser de courir de vos blessures et de commencer à les guérir. Pour récupérer votre vie signifie renouer avec vous-même, votre vrai moi, la personne que vous étiez avant le monde, et ces traumatismes vous ont appris à cacher, à supprimer ou à engourdir vos émotions. Cette reconnexion commence par la vulnérabilité. Cela signifie vous permettre de ressentir ce que vous avez évité, de laisser vos émotions couler librement sans jugement ni honte. Il s'agit de faire confiance que même dans votre rupture, vous êtes toujours digne d'amour, de joie et de paix. La transformation nécessite également l'obtention de la nécessité de tout contrôler, y compris vos émotions. Pendant des années, vous avez peut-être cru que si vous pouviez tout garder ensemble, si vous pouviez contrôler vos réactions et supprimer vos sentiments, vous iriez bien. Mais la transformation nous enseigne que la vraie force réside dans la reddition, pas à la faiblesse, mais au fruit de vie lui-même. Il s'agit de faire confiance que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses et qu'il est normal de ne pas aller parfois. Cette reddition crée un espace pour la guérison, la croissance et la joie profonde qui vient d'être pleinement présente dans votre propre vie. Le concept de guérison par la vulnérabilité est crucial dans cette transformation. En embrassant votre vrai moi, vos défauts et tout, vous vous permettez de guérir de l'intérieur. Vous arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas et vous commencez à vous accepter avec compassion et gentillesse. Lorsque vous apprenez à accepter vos propres vulnérabilités, vous créez un espace sûr pour que les autres fassent de même. Dans ce processus, vous vous guérissez non seulement, mais vous inspirez également les autres à commencer leur propre voyage de transformation. La véritable guérison ne consiste pas à réparer ce qui est cassé. Il s'agit d'intégrer toutes les parties de vous-même, même celles qui ont été rejetées, abandonnées ou oubliées. Il s'agit de réaliser que votre valeur n'est pas déterminée par vos erreurs passées, vos difficultés ou vos blessures. Vous n'êtes pas votre traumatisme, vous n'êtes pas votre dépendance. Vous êtes quelque chose de bien plus grand, une personne capable de croissance, de changement, de transformation profonde et durable. Lorsque vous passez de la survie à la transformation, vous commencez à voir la vie différemment. Vous ne cherchez plus à échapper à vos émotions, mais à les comprendre. Vous ne ressentez plus le besoin de vous engourdir parce que vous avez développé le courage de ressentir. Vous ne considérez plus votre passé comme quelque chose à avoir honte, mais comme un témoignage de votre résilience, de votre force et de votre capacité à augmenter. C'est le chemin de la vraie liberté. Le genre de liberté qui vient de ne plus être contrôlé par votre passé, votre douleur ou vos dépendances. C'est la liberté de vivre pleinement, d'aimer pleinement et de l'être pleinement. Si cette vidéo a résonné avec vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Nous plongeons profondément dans des sujets comme celui-ci tous les jours, vous apportant des idées sur la philosophie, la psychologie et la découverte de soi. Votre voyage vers la guérison et la transformation ne fait que commencer et je serai là pour vous guider. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.